Thierry, bonjour, bienvenue encore à Pantin, la ville de Monsieur le maire Bertrand Kern, qui a été élu massivement lors des dernières élections municipales. Bon, le sujet d'aujourd'hui, pourquoi vous et votre organisation vous œuvrez pour que le fémicide soit dans le programme pour les élections présidentielles qui arrivent ici en France, parce que Macron va partir aussi. Pourquoi le féminicide est important? Déjà, c'est un fait qui marque en tout cas les institutions, qui a été donc au point de donner donc des ordres politiques, ça a pris une voie politique, de protéger la femme. Et parce qu'il y avait une injustice et qu'il fallait la corriger tout simplement. Et qu'en réalité, il n'y a qu'une seule humanité. L'humanité, elle représente l'homme, la femme, les enfants, c'est-à-dire finalement ce qui fait que ce monde est monde. Et on ne peut pas favoriser l'un plus que l'autre. Et il y avait donc une injustice dans ce sens, parce que non seulement il y avait des crimes qui étaient proférés à l'encontre des femmes, mais il y avait aussi, du côté de la justice, un silence qui quelque part contribuait à ce fémicide, ce meurtre des femmes, qui était donc au motif qu'elles étaient des femmes. Et il fallait changer cela. Et donc aujourd'hui, il faut ancrer un peu plus dans la mentalité des citoyens que la femme, l'homme, l'enfant, au niveau du droit, doit être défendu de la même et unique façon. Il ne peut pas y avoir de différence. Et les politiques comme la justice, c'est son rôle. Son rôle est de juger uniquement l'acte et pas parce que c'est une femme, pas parce que c'est un homme, pas parce que c'est un enfant. C'est juste parce qu'il y a un crime et qu'il y a donc des règles et que ces règles ont été enfreintes et c'est la raison pour laquelle il faut sanctionner. Thierry, nous sommes dans l'émission L'Europe parle au Congolais, caméra embarquée. C'est un style que nous appliquons maintenant. Nous filmons avec les caméras au capi de M. Jean Bélé, qui est un génie, un ingénieur qui vit aux États-Unis, c'est un Congolais. Est-ce que cette dynamique-là que vous tenez absolument, vous et votre organisation, ça ne parle pas du vécu du livre de Madame Eliane Kabil, qui a été victime aussi. L'avocat a pu le dire à plusieurs reprises, de fémicide. Alors oui, bien sûr. Et c'est à partir, on va dire, de ma maman que j'ai regardé donc de nombreuses injustices que j'ai voulu corriger. Et ce fémicide dont on parle à partir de ma maman, c'est ce meurtre qui aujourd'hui est accompagné d'un silence total du côté de la justice. Et c'est pour ça que je comprends qu'un meurtre ne peut pas être soutenu par un silence qui finalement rend la justice complice. Et c'est ce qui rend cette situation insupportable pour la famille, mais également pour tous les citoyens qui sont conscients que leur argent participe à ce silence et on ne peut pas accepter ça. Humainement, ça n'est pas possible parce qu'on a tous une maman, parce qu'on a tous des frères, des sœurs, parce qu'on est rattaché à cette humanité d'une façon ou d'une autre par un proche. Et que si on est là, c'est la preuve même qu'on est rattaché à cette humanité. Marius Baende, le chef de staff de cette émission télévisée, signale qu'il faudrait montrer un peu la page de couverture du livre. Hein, là, c'est voilà. Et je vais prendre son zoom. Hein. C'est déjà en vente, vous avez dit. Alors, c'est pas encore en vente. Il est en production. Dans la phase finale, on a encore quelques petites corrections à apporter. Et une fois que les corrections sont terminées, c'est des petites corrections. À ce moment-là, donc on a déjà ce qu'on appelle un comité de lecture qui va donc apporter ses critiques pour pouvoir rendre ce livre le plus parfait possible. C'est mon premier livre et je tiens à ce que ce livre soit vraiment à l'image de ce combat, à l'image de ce que ma maman a été humainement et à l'image de ce que mon grand-père a sacrifié pour la France. Parce que à partir de ce combat, aujourd'hui, je réalise à quel point l'engagement
de nos anciens sont extrêmement importants et qu'aujourd'hui, nous, vivants, nous sommes les témoins d'une mémoire, les témoins qu'ils ont existé, et nous sommes là pour rapporter une injustice si tant est ils ont vécu. C'est le cas de ma maman, c'est le cas de mon grand-père, qui lui a cru en certaines valeurs de la France, et aujourd'hui, sa mémoire est largement attaquée. Et c'est là où le droit funéraire prend sa place, et c'est là où moi, j'interviens d'une certaine façon pour permettre à chaque citoyen de comprendre un droit qui est, on va dire, isolé, et pourtant, c'est le droit le plus important au niveau de l'humanité. C'est le droit qui souligne et qui marque l'humanité, parce que la façon dont on traite les vivants, c'est la façon dont on traite nos morts. Et en tant que vivants, nous avons donc un rôle important par rapport à nos morts, et ça me fait penser tout simplement à cet espace de l'histoire où les morts avaient une place extrêmement importante, où un livre a été écrit qui s'appelle le Livre des morts par des Kamites, et ces Kamites ont laissé une marque importante dans l'histoire parce qu'ils ont montré à quel point les morts ne sont pas si morts que ça, et ils sont morts uniquement quand ils sont morts dans nos mémoires, et tant que dans nos mémoires ils vivent, il y a un respect à leur apporter, il y a une sorte de mémorial également à transmettre, et l'héritage de l'humanité, elle passe par là. Il y a bien un moment où nous étions dans des cavernes, et aujourd'hui, si nous vivons ce progrès, si nous sommes dans ce confort, c'est bien parce qu'il y a des générations et des générations et des générations qui se sont sacrifiées pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Et si nous n'avons pas la conscience de ça, si nous n'avons pas le respect de chacune de ces âmes, alors finalement, c'est toute une humanité qui s'éteint parce qu'elle perd le lien avec la véritable richesse qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire cet héritage. Et si aujourd'hui nous sommes amnésiques face à cet héritage, c'est ce qui est également le lot de notre misère, parce que nous n'avons pas conscience de ce qu'ils ont fait et nous n'avons pas conscience de ce qu'ils nous ont transmis. Mais au moment où nous sommes conscients de ça, la donne change. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le droit le plus important, c'est le funéraire. C'est pas pour rien qu'il y avait un seul expert en droit funéraire en France, et je tiens à remettre en marche dans chacune des consciences cette notion qui a habité pendant longtemps les Kamites et qui a donné une œuvre exceptionnelle qui s'appelle le Livre des morts, qui a été un livre culte, un livre qui a marqué la vie de Mitterrand au point d'en faire son livre de chevet avant qu'il meure. Et ce livre... Mitterrand, le président de la République. Le président de la République. Et ce livre qu'on a appelé la cartographie du monde de l'invisible, du monde de l'au-delà, c'est un livre qui a été motivé par une pensée aussi puissante que celle que je vais vous redonner en respectant avec fidélité l'écriture de l'époque. Il disait que tout ce qui n'est pas éternel ne les intéresse pas. Et c'est bien parce que la vie avait un temps et que la mort, elle, était éternelle, qui sont décidés d'aller coloniser l'au-delà. C'est ce terme qui est puissant. Et le fait même de penser à ça, ça montre la grandeur et la puissance de ces hommes de l'époque. Parce que rien qu'encore aujourd'hui, le fait de prononcer ces phrases, elles font trembler vraiment celui qui a encore un brin de conscience. Parce que on se bat ici sur cette terre pour avoir un petit morceau de terre. Eux se battaient pour coloniser le monde de l'invisible, le monde de l'au-delà. Et c'est là la puissance de nos anciens. Et c'est là la puissance du droit funéraire. Et le jour où on réhabitera, où on reprendra conscience de la force du droit funéraire, nous allons reprendre une partie d'une richesse qui est la nôtre, qui nous a été spoliée. Et il est important de comprendre que chaque rue qui est là, chaque hôpital, chaque tribunal, chaque mairie a été financé avec l'argent de nos ancêtres. Et que nous sommes les héritiers de cela, et qu'il y a une part qui nous revient. Et que cette part, nous ne pouvons la réclamer qu'à partir du droit funéraire, à partir de la mémoire de nos anciens, et que nous sommes la preuve qu'ils ont existé. Et ça, c'est important. Bon, derrière vous, là, nous voyons le bâtiment de la bibliothèque
pour ne pas dire le centre Nelson Mandela, le Madiba. Je vous amène en Afrique. Bon, une question par rapport à la République démocratique du Congo, où vous avez de plus en plus de gens qui cherchent à avoir de vos nouvelles. Vous n'avez jamais été en République démocratique du Congo? Non, pas encore, mais j'y vais Mais à travers en, les émissions. en image, vous y êtes déjà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est Hein. à travers les Et émissions. par, par votre message aussi. Voilà, c'est-à-dire en pensée, en esprit, je suis allé plusieurs fois en République démocratique du Congo et physiquement, je serai, j'imagine, invité tôt ou tard à venir faire des conférences sur ce sujet, un sujet qui nous rattache à nos racines kamites et qui me motive fortement parce que je sais que là où est née cette conscience, là où est née cette philosophie, ce principe de vie, je pense que c'est là où doit, en tout cas pour ma part, redémarrer ces premières conférences. Et je serais ravi de les faire. Bon, là-bas, je disais, on a une guerre imposée où il y a un nombre très élevé de cas de fémicide. Mais il semble, d'après une personnalité politique de Belgique, il semble que ce sont quelques Français qui ont des influences auprès de dans l'Union européenne qui font bloc. Mais pour revenir à votre dynamique là, pour faire installer le thème, le programme fémicide dans la campagne électorale, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des histoires? Ben, c'est vrai que lorsqu'on amène certaines idées politiques, il y aura toujours des pour et des contre, mais il y a un moment donné, il faut aussi que ça soit donc les pensées humanistes qui l'emportent, parce que l'humanité, elle est née d'un homme et d'une femme, et que les deux doivent être respectés à ce juste titre. Et il est vrai que la femme a un rôle très important au niveau de l'humanité. Et je pense qu'en attaquant la femme, c'est une grosse part de l'humanité qu'on attaque, parce que elle est celle qui a porté l'enfant, celle qui a bercé l'enfant, et c'est celle qui a un rôle extrêmement fort sur l'éducation de l'enfant et du coup de la société. Bon, vous avez déjà un planning pour mener cette campagne, non? Vous allez faire certaines villes ou bien vous allez rester dans la région parisienne, rencontrer des associations, rencontrer des gens qui font de la politique? Alors, mon souhait, en tout cas, c'est d'abord de commencer à un endroit où un changement majeur s'est opéré, les banlieues, parce que les banlieues étaient pour moi mal considérées. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai écrit concernant les banlieues, concernant la richesse qu'est nos différences, parce que les banlieues, c'est tout un monde qui est concentré au même endroit. C'est-à-dire que dans cet endroit, on a des gens qui viennent de Chine, on a des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Afrique, qui viennent de toutes les parties d'Afrique, qui viennent des Antilles, qui viennent et de toutes les parties de la France aussi. Du monde, et de la France également, et qui se concentrent à un endroit, et finalement, c'est ce qui fait toute la richesse du lieu. Et je pense que cette richesse n'a pas même été encore pensée, ni même exploitée, et le jour où elle le sera correctement, politiquement, qu'elle sera mise en avant, parce qu'elle représente ce que je pense que toute ville aurait aimé avoir, c'est-à-dire un monde, le monde à ses pieds. Le monde, juste là, en sortant de chez soi, nous rentrons dans ce monde. Et pas dans un monde unique, mais dans un monde, une ouverture vers le monde. Et dans les écoles, on a ces facilités de pouvoir parler toutes les langues, que ce soit le chinois, que ce soit l'allemand, que ce soit... grâce à cette multicité. Et c'est là où est la richesse des banlieues, et qui n'a pas encore été exploitée, que je trouve formidable. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer mes conférences dans ces banlieues, parce qu'elles ont changé à travers de nouveaux maires qui vont pouvoir épouser avec facilité et intégrer consciemment cette richesse qui n'a encore jamais été exploitée. Mais la ville de Pantin est là. Les colonnes, entre guillemets, de la ville de Pantin sont largement
à la disposition de ce genre de conférences pour sensibiliser les gens, parce que Pantin, c'est une ville populaire et très engagée aussi pour des bonnes causes là. Hein. Et une des démonstrations est là matériellement, c'est le centre Nelson Mandela. Mais comment comment vous trouvez ce centre-là de l'extérieur, esthétiquement parlant? Bon, vous retournez un peu. Esthétiquement Hein. parlant, déjà, il interpelle parce qu'il a une forme un peu particulière. Et cette forme qui est particulière, je trouve qu'elle va avec le nom de Mandela, qui était un homme qui a marqué son temps par euh, son côté unique, son côté, on va dire, hors temps. Euh, et avec une phrase qui me vient à l'esprit, qui a été reprise par M. Sarkozy, président de la République, ex-président, et qui disait, quand il a perdu les élections et qu'on était venu le chatouiller dans son orgueil, il a dit: mon petit bonhomme, sache une chose, c'est que je ne perds jamais. Parce qu'il venait de perdre les élections, il n'avait pas été réélu. Et là, le journaliste était surpris, il lui dit: comment ça? Il dit: parce que sache une chose, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Et j'ai appris que cette phrase venait de cet homme extraordinaire, exceptionnel qui était Mandela. Et c'est pour ça que je rappelle encore cette phrase devant ce monument qui est donc à son nom, mais également une phrase qui a été reprise par un ex-président et qui a rendu donc cette phrase, cette pensée relativement célèbre. Bon, j'ai été témoin oculaire de votre rencontre euh, brusque, imprévue, avec un jeune hein, qui a beaucoup aimé la problématique que vous allez vous compter et où vous avez déjà commencé à mettre pour la campagne présidentielle. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit ce jeune-là? Et puis c'était dans une pharmacie. Alors ce jeune, ce qu'il m'a dit, c'est que il était donc déjà interpellé par le titre du livre. Il voulait donc comprendre ce qui m'avait motivé donc à rédiger ce livre. Et ce qui l'a donc interpellé, c'est ce qui en ressortait. C'est-à-dire, au bout de 25 ans de combat, ce que je lui ai dit, c'est que j'ai découvert un droit particulier que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce droit funéraire. Et ce droit funéraire, c'est un droit qui donne à chacun une richesse sans précédent. Et que finalement, cette amnésie nous rendait pauvres parce que nous sommes dans l'oubli et dans l'irrespect de ceux qui ont fait notre richesse d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes pauvres. Parce que nous avons oublié ce qu'ils ont fait, nous avons oublié ce qu'ils sont, et qu'en réalité, si on a juste ce souvenir qui nous revient, cette conscience que sans eux, nous ne serions pas là, alors c'est ce qui fait qu'on n'a pas la force de revendiquer leur mémoire, d'honorer leur mémoire. Et ce droit nous le permet. Le droit funéraire permet cela. Bon, caméra embarquée, nous bougeons un petit peu, nous marchons un petit peu. Voilà, vous me suivez. Et il est parti avec un exemplaire de ce livre. Oui. Oui. Alors j'ai compté, ça m'a fait tellement plaisir d'échanger avec lui que je lui ai effectivement offert ce livre. Parce que ce livre, pour moi, c'est un livre qui va marquer un tournant très fort. Parce qu'il montre également les dégâts d'une injustice, mais il montre aussi la force et comment une justice peut faire en sorte qu'un pays vive honorablement, en donnant accès avec facilité à chaque citoyen ses droits, sans qu'on ait à se battre pour cela. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de changer le monde par ce qui est juste, par ce qui est noble, par ce qui est digne. Et c'est ça la justice. Et j'appelle, et c'est là aujourd'hui où on se rend compte à travers Liana notamment, qui était la goutte qui a fait déborder le vase et qui, à mon sens, a réveillé beaucoup de Français sur ce qu'est la justice aujourd'hui. On voudrait une justice qui soit beaucoup plus humaine, beaucoup plus juste, et on ne comprend pas qu'il y a des gens qui sont protégés et qui sont des criminels et protégés par la justice. Et c'est là où le titre de ce livre apporte une réponse très forte. Un mécanisme qu'on a retrouvé dans le dossier de Dieudonné, le mot Epstein. Un homme qui tenait en chantage des personnages
qui étaient assoiffés de certains crimes odieux, notamment au niveau des enfants, et qui étaient placés dans des points stratégiques de la société. Et ces personnes, on a tout simplement donné, on va dire, signé un accord. C'est-à-dire qu'on fait silence sur tout ce que vous faites. Par contre, quand nous commettons des crimes, quand nous vous disons que tel dossier, il faut l'effacer, alors il faudra l'effacer. Il faudra faire comme s'il n'existait pas. Et c'est ce qui, aujourd'hui, interpelle beaucoup de Français sans comprendre encore pourquoi. On sait qu'il y a un lien avec l'affaire Epstein. On sait qu'on ne comprend pas pourquoi ce personnage qui a vécu longtemps en France, et on demande une enquête parlementaire, que cette enquête n'a pas lieu. Et la question qui se pose, depuis quand la justice choisit-elle ses combats? Depuis quand les politiques ont peur de la vérité? Et aujourd'hui, il faut que cela change. Il faut que cette peur change de camp. Il faut que la conscience qu'une justice doit se faire à tous les niveaux et qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Quand une famille se retrouve face à un drame, elle doit saisir un avocat et c'est un coût. Or, quand c'est un homme politique, il se sert avec l'argent public pour défendre une cause. Ça n'est pas le cas du citoyen. Et pourtant, c'est son argent à lui qui est utilisé contre lui-même. Et c'est ça qu'il faut qu'il change. Il faut que la justice soit accessible à tous, qu'importe le niveau social que nous ayons. Et je pense que ce niveau social changera le jour où justement l'État donnera à chaque citoyen la somme qui nous est due au niveau de l'héritage de tout ce que nos ancêtres ont fait pour que ce monde des cavernes, qui était celui d'avant, et entre celui d'avant et celui d'aujourd'hui, a été possible. Il a été possible par leur sueur, il a été possible par chaque denier, chaque argent qu'ils ont mis dans les caisses de l'État et qui ont enrichi ce pays au point d'en faire une puissance, une 8e puissance ou 5e puissance mondiale. C'est nos ancêtres qui l'ont permis. Fémicide dans la campagne présidentielle en France qui arrive pour les élections présidentielles de 2027. Hein. Bon, est-ce qu'on peut le dire pour conclure? Oui, bien sûr. Fémicide, nous allons le défendre jusqu'au bout, encore une fois. Il ne doit y avoir aucune injustice, qu'elle soit au niveau des femmes, qu'elle soit au niveau des hommes. Nous défendrons toute forme d'injustice. Et le fémicide étant une injustice, forcément, nous le défendrons. Merci Thierry, Matondi Mingi, comme disent les Congolais. Hein, vous êtes de plus en plus suivi par des Congolais, là. Du moins en Belgique et dans la région parisienne. Eh ben, je salue tous les Matondi Mingi, Bobo Tombo Kayo, c'est-à-dire paix chez vous. Voilà. Voilà. Merci Thierry. Merci.